Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Je suis Abdelali Hajat, professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles et un des co-directeurs et directrices de la collection Contrepartie, donc aux éditions Amsterdam, qu'on va présenter ce soir. Donc, j'ai un rôle un peu bizarre parce que je suis à la fois co-directeur de la collection et je suis censé animer la discussion, donc ce sera complètement partial, je l'assume complètement. J'ai à côté de moi d'abord Jocelyne Dakhlia, qui est directrice d'études à l'EHESS et qui a eu l'idée d'abord de cette collection Contrepartie et donc qui m'a associé à cette entreprise. On a Claire de Galambert, donc, qui a rédigé ce livre, Islam et prison, qui est donc chargée de recherche au CNRS et qui est une des grandes spécialistes de la gestion du religieux en prison. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Et donc, bouquin sur lequel on va bien sûr revenir. Et puis, donc, on a Abir Krefa, qui est maître de conférence en sciences sociologie à l'Université Lyon 2. Et Amélie Le Renard, qui est chargée de recherche au CNRS, et qui ont rédigé cet autre livre magnifique, Genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb, et qui donc ont accepté de participer à cette aventure de cette nouvelle collection. Donc ce sont les deux premiers livres qui ont été publiés. Donc l'objectif de cette soirée, c'est d'avoir une discussion autour de la collection, puis ensuite on pourra avoir des focus plus particuliers sur les deux livres qui ouvrent cette collection. Et peut-être pour commencer, est-ce que Jocelyne, tu pourrais nous dire pourquoi tu as eu cette idée et quel est finalement l'intérêt de lancer ce type de collection aujourd'hui dans la France de 2020 ? Il y a un bouton quelque part. Je suis pas douée. Merci Abdelali et je voudrais commencer par vous remercier tous d'être présents, tous et toutes, et remercier Nicolas Vieillecaz des éditions Amsterdam d'avoir accepté le principe de cette collection. Alors l'idée, je ne l'ai pas eue toute seule. Elle est venue en fait au cours de discussions, d'après-séminaires avec les étudiants et les collègues. Et elle est venue d'un besoin de s'exprimer de manière plus publique sur notre travail et sur des questions relatives à l'islam. Alors, il y a une vingtaine, trentaine d'années, on pouvait se dire qu'il y avait une méconnaissance des questions relatives à l'islam, qu'on avait besoin de publier pour mieux faire connaître ces enjeux, ces questions. Aujourd'hui, au contraire, on est absolument saturé de publications, saturé de littérature. On ne peut plus ouvrir une radio, une télé, etc., sans entendre islam. Donc il y a plutôt un effet de saturation, voire de suffocation. Et en plus, tous ces discours sur l'islam vont généralement dans un sens qui nous asphyxie. Donc, s'il existe un besoin, c'est plutôt un besoin de clarification et un besoin de positionnement. Et c'est un peu un défi que de prétendre se positionner justement dans tout ce magma ou dans cette espèce dans ces vociférations sur l'islam. C'est un peu un défi que de prétendre apporter une lecture, une voix un peu apaisée et ferme et claire. Mais je trouve que c'est nécessaire de tenter l'aventure. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout d'abord, nous constatons tous que si nous sommes sollicités pour parler de questions relatives à l'islam, en général, c'est pour
dissiper des vérités reçues, c'est pour répondre à des questions qui sont des questions que nous n'avons pas formulées et qui sont toujours mal formulées, ou presque toujours mal formulées. Toujours, nous sommes dans une position défensive. Non, l'islam n'est pas ce que vous croyez. Non, l'islam n'est pas ceci. Non, les musulmans ne font pas ci, ne font pas ça. Et il y a un moment où il faut arrêter, justement, d'être sur cette position défensive. Il faut, au contraire, construire une force de proposition. Imposer nos propres questionnements, imposer nos propres questions, nos définitions et nos façons de poser les problèmes. Et donc, il nous faut un espace, il faut des espaces pour cela, sachant que tout l'espace médiatique, disons, central, est complètement saturé, verrouillé, surdéterminé, ou tout ce que vous voudrez. Le second point qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur, c'est que je constate souvent que même des auteurs ou des intellectuels qui prennent la parole publiquement de manière plutôt sympathique vis-à-vis de l'islam, du monde islamique, etc., même souvent posent mal les questions parce qu'ils en sont à une connaissance de l'islam que nous, en tant que chercheurs, nous estimons désuète et qui est dépassée par la recherche. Et donc, outre cette question d'un positionnement qui soit un positionnement civique, politique, engagé, clair, etc., il y a une autre dimension que je trouve importante qui, pour moi, justifie cette collection, c'est de rendre accessible un état ultra actuel, disons, de la recherche, rendre accessible et rendre compréhensible ces déphasages d'avec la recherche qui plombent le débat. Et c'est donc à défaire des vérités reçues, pas seulement négatives pour l'islam, mais qui empêchent de poser, me semble-t-il, les bonnes questions. C'est à défaire ces vérités reçues et à montrer un état plus actuel, disons, de la recherche que nous allons nous employer. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il y a, disons, les chercheurs qui ont la science infuse et puis le grand public ou les intellectuels non spécialistes de l'islam qui, eux, en seraient un savoir obsolète. Au sein même de la communauté des chercheurs, il y a des tensions politiques, il y a des clivages politiques, il y a des clivages scientifiques. Donc il s'agit aussi de se situer par rapport à ces débats, ces clivages, mais sans en faire nécessairement une mise en scène médiatique, réductrice, où finalement on en reviendrait à mettre tout le monde dans un même plan. Voilà, c'est ça l'esprit de la collection selon moi. Je vais rajouter un mot rapidement, c'est pour aller bien sûr dans ton sens. Donc moi, si j'ai accepté de participer à cette aventure, c'est parce que dans le contexte post-attentat de 2015, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sur l'islam et les musulmans et avoir une place dans l'espace public démesurée par rapport aux connaissances que ces personnes peuvent avoir sur le fait islamique en tant que religion ou des populations musulmanes de manière générale ou les pays musulmans. Et donc il y a un grand décalage entre d'un côté des connaissances scientifiques qui sont vraiment pointues. Donc, le champ universitaire français est quand même riche de toute série de recherches, de laboratoires, de revues où des gens font du travail du terrain approfondi, même à la fois historique et aussi sociologique, anthropologique, etc. Et de l'autre, la pauvreté finalement du débat public, où ce sont toujours les mêmes stéréotypes, les mêmes types de discours qui sont en total décalage avec la réalité, quoi. Donc, quand il y a une sorte d'accélération qui s'est produite à partir de 2015, l'enjeu, en tant que chercheur en sciences sociales, c'est que faire ? Puisqu'on a aussi un rôle civique. On n'est pas uniquement dans notre tour d'ivoire
à faire nos travaux de recherche, mais on a aussi un enjeu de diffusion du savoir. Et de fait, lorsqu'on publie des articles scientifiques dans des revues à comité de lecture qui sont lus par beaucoup de monde, objectivement, ou même quand on fait des livres issus de thèses ou issus d'enquêtes de terrain qui peuvent être un peu pointus, on ne touche pas un grand public. Et donc là, l'idée, c'était, en discutant notamment avec Nicolas Vieillicaz, que je remercie encore, c'était de faire des petits livres qui soient accessibles au grand public et qui remplissent deux éléments, en fait, une sorte de cahier des charges, entre guillemets. C'est choisir un thème qui fait l'objet de polémiques dans l'espace public. Donc là, sur la question genre et féministe, c'est sur la question femmes et islam, où il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'idée donc, de l'oppression des femmes musulmanes, sur la question du port du voile, etc. etc. L'autre thème ici, c'est islam et prison. Les prisons comme succursale pour le djihadisme, et donc une sorte d'université ou d'école du djihadisme. Et donc il y a toute une série de discours apocalyptiques qui sont prononcés et qui ne rendent pas compte de la réalité. Donc, on va en parler. Mais il y a d'autres thèmes qu'on espère publier, sur lesquels on espère publier plus tard, notamment sur la question de l'islamophobie et antisémitisme, la question islam et psychanalyse, etc. etc. Et donc l'idée, c'est de déconstruire les discours publics sur ces thématiques, mais de ne pas s'en tenir à cela, et donc de ne pas être, comme tu le disais, Jocelyne, dans une réaction, avec une dimension réactive, critiquer ce que disent les autres, mais aussi, dans un second temps, de dire qu'est-ce qu'il en est exactement de la réalité sociale. Donc réalité sociale telle que produite par les sciences sociales. Et là, ça suppose du coup d'avoir des gens qui ont fait un travail de recherche, des gens qui savent lire, des gens qui ont les travaux qui ont été publiés et qui n'ont pas été faits par eux-mêmes. Et donc les deux exemples qu'on a ici avec les deux bouquins, moi je suis très content que ce soit ces deux bouquins qui sortent d'abord, parce que les unes et les autres ont, me semble-t-il, produit quelque chose qui est à la fois pointu d'un point de vue des connaissances, mais accessible en termes de langage. Et là, de ce point de vue-là, il y a un effort qui est fait par vous-même et puis par le travail éditorial de Nicolas Vieillicaz et puis les autres membres des éditions Amsterdam pour rendre les choses plus accessibles pour le grand public. Donc c'est un peu ça le défi. J'aime pas le terme vulgarisation, parce que vulgarisation, il y a vulgaire, et donc rendre vulgaire quelque chose qui ne le serait pas, donc ça veut dire que les gens qui lisent la vulgarisation seraient vulgaires, donc bon, c'est un peu, le terme est un peu bizarre, mais en tout cas, rendre accessible, peut-être, ce serait plus approprié. Et il y a un enjeu qui est celui, donc moi j'ai travaillé sur l'islamophobie, donc il y a l'enjeu de l'hégémonie du discours réactionnaire dans l'espace public français, donc, que vous connaissez. Et donc on ne prétend pas, avec une petite collection, avec je ne sais pas combien de livres on va vendre, j'ai aucune idée, donc je ne pense pas qu'on va renverser l'hégémonie islamophobe qui existe dans l'espace public français, mais l'idée de l'appeler contrepartie, l'idée de produire un contre-discours qui soit disponible, c'est déjà quelque chose, c'est déjà important pour rendre accessible une autre manière de penser l'islam et les mondes musulmans. Et donc de ce point de vue-là, la question que j'aimerais poser à nos premières autrices, c'est donc, quel type de discours finalement qui relèverait du stéréotype vous avez voulu contrer, que ce soit sur la question de la prison ou sur la question des femmes et l'islam, dans vos livres respectifs. Donc, on peut commencer par Abir et Amélie, si vous le souhaitez. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup de l'organisation de ce débat. Alors, s'agissant de la question des femmes, du genre et de l'islam sur laquelle on a travaillé, on est effectivement parti d'un certain nombre de stéréotypes ou de discours communs qui sont très courants dans
dans les discours médiatiques et politiques en France. D'abord, l'idée selon laquelle les femmes dans les pays dits musulmans seraient toutes opprimées et seraient passives face à l'oppression. Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est que cette oppression viendrait de ce qui est couramment appelé la culture musulmane considérée comme essentiellement patriarcale, et que, quels que soient les contextes, l'islam serait nécessairement oppressif pour les femmes. Une autre idée qu'on a cherché à déconstruire, c'est la représentation des luttes des femmes comme étant récentes dans le monde musulman. Il y a très régulièrement des portraits de femmes militantes féministes qui sont relayés, qui sont développés dans les médias, et ce qui est couramment, enfin, l'accent qui est mis sur ces portraits, c'est que, en fait, ce serait quelque chose de nouveau, de foncièrement nouveau. Ce qu'on a cherché à faire, nous, au contraire, c'est d'inscrire les luttes des femmes dans les pays dits musulmans sur la longue durée, en revenant sur la genèse des mouvements des mouvements de femmes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans les contextes coloniaux, dans un contexte où les sociétés dites musulmanes sont sous domination ou hégémonie d'un certain nombre de puissances européennes. Donc on a inscrit les luttes des femmes dans la durée, en quelque sorte, tout en montrant les transformations de leurs revendications, de leurs actions collectives également. Et une autre idée qu'on a aussi cherché à déconstruire, c'est la représentation selon laquelle les femmes dans le monde musulman ou les mondes arabo-musulmans militeraient ou se battraient uniquement pour leurs droits en tant que femmes, en montrant au contraire que les luttes pour leurs droits sont très souvent imbriquées dans les luttes contre les colonialismes, les guerres, les occupations, mais aussi contre les régimes autoritaires, pour la justice sociale, pour la justice régionale dans un certain nombre de pays. Et donc, voilà, c'est à la fois mettre l'accent sur la pluralité de leur lutte, de leurs revendications, de manière imbriquée, pour également souligner que ce qui fait justement la différence des luttes des femmes dans les pays dits arabo-musulmans ou sous hégémonie coloniale ou post-coloniale, les luttes contre les colonialismes, les guerres, les occupations et les autoritarismes sont centrales. Elles sont centrales au Moyen-Orient et au Maghreb, ce qui n'est pas du tout le cas ici, et que par conséquent, appréhender les luttes des femmes dans les pays dits arabo-musulmans, on ne peut pas du tout le faire de la même manière que pour les luttes féministes en contexte occidental, ou dans les contextes occidentaux. C'est la raison pour laquelle on a... donc je vais passer la parole à Amélie. Juste... Dans le livre, sur le contexte de guerre et les contextes révolutionnaires et les effets que cela produit sur la condition des femmes dans les différents pays. Quelque chose qui est souvent mis de côté lorsqu'il s'agit de parler des femmes musulmanes en général, quoi. Oui, alors peut-être pour revenir à ce que tu disais rapidement, oui, donc on voulait aussi mettre en lumière un ensemble de recherches sur ces questions qui ne sont pas du tout accessibles en fait dans l'espace public en France, parce qu'elles ne sont pas publiées ou parce que parfois elles ne sont pas en français ou elles sont uniquement publiées sur des supports très limités. Et donc on continue à avoir un peu toujours les mêmes images de femmes qui sont présentées comme isolées dans leur société, se battant contre des tabous, etc. Alors que justement on a essayé de montrer à quel point les luttes pour les droits des femmes sont collectives, ont une histoire ancienne, s'inscrivent dans une histoire ancienne.
et s'articule avec d'autres luttes, donc anticoloniales, anticapitalistes, etc. On a aussi voulu parler notamment de la question de la guerre, puisque donc un des stéréotypes qu'on essayait de contrer, c'est que donc les femmes seraient opprimées par l'islam. Point barre, donc ce qu'on entend souvent hein, dans l'espace public. Alors, la guerre, ça nous semblait une thématique très importante, puisque aujourd'hui, au Moyen-Orient et au Maghreb, la vie d'énormément de personnes est affectée en fait par des guerres, et ça depuis de nombreuses décennies, et c'est quelque chose de très central en fait dans la vie quotidienne. Et je pense qu'il y a quelque chose auquel d'ailleurs le livre essaye de donner un peu accès, c'est la vie quotidienne à travers le genre. Donc au-delà de tous ces discours sur l'islam, etc., à quoi ça ressemble la vie quotidienne d'une femme qui vit aujourd'hui en Irak, dans les territoires palestiniens occupés, etc. Et donc on a voulu remettre ça au centre aussi parce que quand on parle de genre, c'est important de prendre en compte des questions qui peuvent sembler pas spécifiques aux femmes, mais qui en fait peuvent les affecter de manière spécifique. Donc on peut penser par exemple à la manière dont l'illettrisme est devenu, a d'abord baissé très fortement en Irak dans les années 70, mais a complètement... les taux ont explosé en fait dans la décennie 80-90 et donc manque d'accès à l'éducation, à toutes les infrastructures publiques de santé, etc. On peut penser évidemment à la malnutrition, à la question de l'emploi public aussi, qui est toujours... disons qu'en fait les femmes sont majoritairement employées dans les institutions publiques, donc quand les institutions publiques disparaissent ou ne sont plus financées, c'est quelque chose qui affecte, par exemple, l'indépendance des femmes, leur accès à un salaire, etc. Donc, c'était aussi l'idée d'aborder des questions qu'on n'associe jamais, en fait, de manière spontanée au genre dans ces régions, mais qui pourtant affectent de manière centrale, en fait, la vie des femmes. Peut-être tu peux rebondir sur cette idée par rapport à ton livre, Claire. Oui, alors... Ouais. Oui. Bon, d'abord, je vais commencer par vous remercier très, très chaleureusement pour m'avoir invité à écrire ce livre. Et puis, je voulais remercier aussi Nicolas Vieillecaz qui a bien souffert dans le travail d'accompagnement dans l'écriture. Donc, merci beaucoup. Je suis ravie de vous rencontrer en chair et en os. Et donc, oui, quand vous m'avez proposé d'écrire ce livre, moi, ça m'intéressait parce que je souffrais par rapport au discours ambiant qui était produit sur ces espèces d'idées qu'on a qu'il y aurait un lien fatal, doublement fatal entre l'islam et la prison. Doublement fatal parce que finalement, c'est bien connu, il n'y a que des musulmans en prison, qui est quelque chose qu'on entend très très régulièrement. Ça, je l'ai beaucoup entendu lorsque j'ai fait une première recherche avec deux collègues, Céline Béraud et Corinne Rostin, sur le fait religieux en prison. On a commencé cette recherche en 2010. Et nous avions, c'est une réponse à un appel d'offres de la direction de l'administration pénitentiaire, et nous avions à dessein décidé de faire porter cette recherche sur l'ensemble des religions. Et je me souviens très très bien à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, alors peut-être je gravite dans des milieux atrocement réactionnaires et conservateurs, mais les gens me disaient, bon, il n'y a que des musulmans. Et en fait, non. Et en fait, non, il n'y a pas que des musulmans. Et la deuxième chose, c'est ma propre surprise. C'est impressionnant à quel point on est aussi formaté dans ces représentations. Et donc, quand je suis rentrée en prison, je m'attendais presque à voir des barbus partout. Tant le discours... Et nous étions en 2011. Donc, c'est dire aussi que ce discours, il est déjà bien ancré de longue date. Donc ça, c'était la première chose, c'était d'interroger, de remettre un peu le curseur là où il devait être. Et
l'une des choses qui m'a d'ailleurs pas mal amusée dans ce livre, ça a été justement de reprendre ces chiffrages qui circulent sans arrêt dans les médias, dans lesquels on vous dit il y a entre 60 et 80% de musulmans dans nos prisons françaises. Et donc, je me suis attelée à essayer de comprendre à partir de quand on commençait à compter les musulmans, à partir de quelles données, et qui comptait et qui donnait ces chiffres. Et ça a été extrêmement intéressant parce que assez rapidement, j'ai fait un travail de généalogie dans la presse. Et finalement, on voit que cette question du nombre de musulmans commence à devenir saillante à partir des années 90. À partir du moment où, d'abord, il y a cette impression, cette illusion historique qu'il y a une nouveauté qui a surgi dans nos prisons, qui est l'islam. Or, finalement, et ça, je le dois à des questions qui ont été posées par Jocelyne Darlia en lisant le manuscrit, tu m'avais demandé, mais qu'est-ce qui se passait avant? Et de fait, une question, une chose qui est évidente, c'est que la rencontre entre le système pénitentiaire et l'islam ne date pas des années 90. Si on remonte aux années 60, pendant la guerre d'Algérie, il y a 20% de musulmans. On les appelle comme ça, on appelle les musulmans. Donc des nationalistes algériens dans les prisons métropolitaines. Et contrairement à ce qu'on croit, ces nationalistes algériens pouvaient avoir des revendications religieuses. Et donc déjà la question de la prise en charge de ces revendications, du culte, était à l'ordre du jour. Et bien avant, dans la période, dans les prisons coloniales, alors les musulmans étaient là aussi. Et là, il y a pas une omerta, mais une amnésie totale. C'est vrai qu'on commence à lancer des recherches sur les prisons coloniales, mais sur ce sujet, on sait très peu de choses. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que, en tout cas en Algérie, on avait importé le dispositif qui existait en métropole, consistant à miser sur la religion comme un vecteur de remoralisation des détenus. Simplement, la religion, c'était le catholicisme. Donc, dans plusieurs prisons algériennes, il y avait une chapelle. Donc voilà. Et puis, on pourrait remonter antérieurement. Jacques Guy Petit, qui est un historien des prisons, avait noté qu'en 1830, dans une prison de Nice, il y avait, il a lu ça dans les archives, mais sans mahométan, parce qu'on les appelait comme ça à l'époque, et qui déjà demandait à pouvoir faire les grandes ablutions, à pouvoir porter la barbe. Donc on voit à travers ça qu'il y a quand même toute une antériorité historique qui a été complètement gommée, et à travers cette idée que à partir des années 80, il y a un grand changement et l'islam commence à devenir majoritaire, ou en tout cas s'imposer dans les prisons françaises. Donc ça, c'est la première chose que j'ai essayé que j'ai découverte en travaillant là-dessus. La seconde chose, c'est que cette connexion, cette émergence de chiffres qui circulent dans l'espace public sur les musulmans, elle est très fortement liée, connectée à la peur de l'islam et à la peur du terrorisme islamique. Et donc, un des moments où ça commence à vraiment décoller, c'est au moment où 200 personnes sont incarcérées dans les prisons françaises suite aux attentats qui sont perpétrés par le groupe islamique armé. Et là, c'est intéressant aussi, en 1995, après les attentats, entre autres, du RER, avec cette figure qui va devenir une espèce de figure prototypique de Khaled Kelkal, qui est ce jeune beurre des banlieues lyonnaises, dont on dit qu'il est revenu à l'islam en prison et qu'il se serait même converti à l'islam radical
dans les prisons lyonnaises, ce qui n'est absolument pas prouvé. Mais à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a tout un discours qui est assez proche d'ailleurs de celui qu'on a retrouvé à partir de 2012 et particulièrement 2015, c'est que on a une inquiétude qui naît par rapport à ces gens, ces 200 militants qui sont incarcérés, qui posent exactement le même problème que celui qui a été posé par les djihadistes qui ont été judiciarisés à partir de 2014 en France, parce qu'ils sont tous concentrés dans les prisons franciliennes du fait de la localisation parisienne du parquet antiterroriste. Et ce qui fait que ces prisons franciliennes sont des prisons qui sont surpeuplées, et donc il y a une masse critique de ces personnes-là, ces militants, et qui finit par avoir des effets sur les détentions. Et donc on retrouve peu ou prou les mêmes choses, alors évidemment décuplées, parce que ce ne sont pas 200 personnes, mais aujourd'hui il y a 500 personnes qui ont été incarcérées pour faits de terrorisme, enfin on en dénombre 500 dans les prisons françaises, et on a eu ce moment d'effervescence et de crainte très forte en 2013-2014, où effectivement l'administration pénitentiaire s'est retrouvée un petit peu débordée par ce phénomène. Donc la première chose je me suis un petit peu perdue en route. Sur ce que tu disais, alors, en quoi ton approche, donc le travail de recherche que tu as mené depuis de nombreuses années, se distingue d'autres travaux de recherche, et je pense notamment au livre de Hugo Micheron sur le djihadisme français, puisqu'il porte sur la même thématique, sur l'idée que la prison est le lieu qui assure le lien entre des pratiques religieuses musulmanes et l'usage de la violence politique. Et donc c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit dans l'espace public, et donc du coup, en gros, en quoi ton travail se distingue de ce type de bouquin? Alors d'abord parce que la première chose, c'est que le livre d'Hugo Micheron, quand il traite la question d'abord, il ne se consacre qu'au djihadisme. Donc ça, c'est une première limite par rapport à l'ambition du livre qui est le mien, qui est de ne pas réduire l'islam à l'islam radicalisé. Et donc déjà, lui, il a un focus qui est celui-ci. Et avec cette thèse qui est de dire que les prisons servent de base arrière ou deviennent un lieu cardinal de restructuration du djihadisme. Alors, peut-être la différence par rapport à Hugo Micheron, c'est non seulement que j'embrasse l'islam dans toute sa diversité, que peut-être les recherches que j'ai faites m'ont emmené dans d'autres établissements que les établissements franciliens. Lui a beaucoup travaillé à un moment entre 2014 et 2016, précisément à ce moment où l'administration pénitentiaire est quand même bousculée par cet afflux de djihadistes du fait de la judiciarisation. Donc c'est un moment où, en plus, Daesh est à son apogée territorial, son apogée militaire. Donc il a affaire à des gens qui portent une parole très militante et vindicative, et dans un contexte où cette parole est d'autant plus efficace que l'administration pénitentiaire ne sait pas par quel bout prendre cette question, et se retrouve contrainte d'accueillir dans certains établissements ces militants qui ont une certaine aura dans les détentions, d'autant plus qu'il s'agit, les maisons d'arrêt franciliennes sont probablement parmi les pires en termes de conditions. Justement, sur cette question d'aura, parce que quand on lit Micheron, on a l'impression que les prisons françaises seraient sous contrôle islamiste, il y aurait une... Qu'est-ce qu'on entend par aura exactement? Est-ce que ce que dit Micheron par rapport à ça, c'est vrai? Alors, alors, la situation est nuancée.
C'est-à-dire que il y a bien entendu il y a bien entendu une capacité d'emprise de certains de ces militants, mais c'est vrai que là, il y a aussi d'abord au sein de la population musulmane incarcérée des résistances très fortes par rapport à ces militants. Des gens qui ne veulent pas aller en cours de prière, de promenade avec ces personnes, ou des femmes, parce qu'on a aussi enquêté dans des établissements de femmes qui ont très bien compris que c'était dangereux de se produire aussi, de fréquenter de façon trop assidue des populations, enfin des personnes qui sont étiquetées comme radicales, parce qu'on risquait aussi de les considérer comme telles. Donc aujourd'hui, il y a quand même une forme même, j'allais dire, d'ostracisme qui peut s'exprimer à travers ces populations, enfin à l'égard de ces publics-là. Et surtout, ce que ne prend pas en considération le livre de Micheron, parce que lui s'arrête en 2016, c'est tout le dispositif qui a été mis en place par l'administration pénitentiaire, qui consiste à essayer alors, après avoir pensé regrouper les détenus radicalisés, à opter pour un système hybride qui consiste, après évaluation de la dangerosité des personnes concernées, soit de les cantonner dans des quartiers relativement étanches, des quartiers de prise en charge de la radicalisation, soit de les disséminer dans les établissements pénitentiaires de province pour éviter justement qu'il puisse y avoir une masse critique. Une dernière question pour Amélie Abir, pour ensuite laisser la discussion avec le public. Il me semble qu'un des éléments vraiment importants de votre bouquin, c'est la manière dont vous analysez la question du genre pendant les phénomènes révolutionnaires qui ont commencé. Il y a eu une phase révolutionnaire de 2011. Du coup, comment est-ce que vous analysez cette question du genre, des conditions des femmes, des féminismes dans le cadre de ce processus révolutionnaire? Les révolutions, donc c'est le titre du dernier chapitre du livre. Et on a décidé de terminer par ce chapitre. Pourquoi ? Parce que les journalistes internationaux, occidentaux, qui ont relayé les révolutions arabes, ont souvent insisté sur le caractère prétendument nouveau de l'engagement des femmes dans les actions collectives, dans les rues notamment, alors que dans les chapitres précédents du livre, nous, on a insisté sur justement la longévité des luttes et des engagements des femmes au Moyen-Orient et au Maghreb. Donc on a voulu déconstruire cette idée de nouveauté. L'autre idée qui a beaucoup été relayée dans la presse, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'hiver islamiste après les printemps arabes. C'est de cette manière qu'on résume ou qu'on réduit les processus révolutionnaires arabes depuis 2011, avec l'idée que la représentation selon laquelle l'accession au pouvoir des islamistes dans un certain nombre de pays, en Tunisie, au Maroc, même si le Maroc n'a pas connu de situation révolutionnaire, mais il a connu un grand mouvement social qui s'appelle le mouvement du 20 février en 2011 et 2012. Donc en Tunisie, au Maroc, en Égypte aussi, avec l'accession au pouvoir des frères musulmans. La représentation médiatique qui a été reliée, c'est que les droits des femmes auraient régressé uniformément au Moyen-Orient et au Maghreb après les printemps arabes. Donc c'est l'hiver islamiste, c'est particulièrement un hiver islamiste pour les femmes de ces régions. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est à partir de travaux de recherche, de terrain, menés essentiellement en Tunisie et en Égypte, mais aussi au Yémen, à Bahreïn, et dans une moindre mesure en Syrie, c'est d'abord, on est revenu sur les situations révolutionnaires elles-mêmes en montrant que les revendications des femmes ont été beaucoup plus plurielles que ce qui a été relayé dans la presse,
Pourquoi ? Parce que les journalistes ont plutôt insisté sur les engagements de femmes urbaines, diplômées, appartenant aux classes moyennes, luttant contre l'islam politique, alors que le rôle des organisations syndicales et ouvrières, notamment dans la chute de Ben Ali et de Moubarak, a été complètement minimisé. Et que à l'UGTT, l'organisation syndicale tunisienne majoritaire, mais aussi dans les syndicats indépendants en Égypte qui fleurissent avec la révolution, les femmes sont majoritaires parmi les syndicalistes de base. Elles sont majoritaires parmi les syndicalistes de base et ce sont elles qui font surtout pression sur la bureaucratie syndicale pour qu'elle s'engage dans le processus révolutionnaire, alors qu'au début, les organisations, la hiérarchie syndicale est plutôt réticente à soutenir les mouvements de protestation qui émergent dans un certain nombre de régions. On a aussi insisté sur ce qu'on pourrait appeler la politisation des questions de l'intime et de la sexualité à partir de 2011, avec notamment en Égypte la politisation des agressions sexuelles contre les femmes sur la place Tahrir, en montrant que ces revendications sont à la fois nouvelles et pas tout à fait nouvelles non plus. Elles sont nouvelles dans la mesure où c'est vrai que l'offre de cours de self-défense, par exemple au Caire, fleurit à partir de 2012, dans un contexte où, pour sauver la révolution égyptienne, la violence des femmes pour s'auto-défendre a été considérée comme légitime par un certain nombre de révolutionnaires eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui a été radicalement nouvelle. Ce sur quoi on a aussi insisté, c'est pour déconstruire cette lecture réductrice de l'hiver islamiste qui aurait succédé au printemps arabe, c'est de montrer que les processus révolutionnaires doivent être appréhendés sur le long terme. Sur le long terme, ils ne s'arrêtent pas avec l'arrivée des islamistes au pouvoir en Égypte et en Tunisie. Les formes de politisation se poursuivent, les mouvements sociaux ne s'arrêtent pas. En 2015 et 2016, dans les régions du sud et de l'intérieur en Tunisie, notamment, entre autres exemples, il y a eu de grands mouvements sociaux pour le droit au travail, dans lesquels les femmes sont extrêmement présentes et dans lesquels aussi on voit les effets de la politisation pendant la Révolution. C'est-à-dire que dans les villes où les mouvements révolutionnaires ont été dans les villes qui ont été les foyers de la Révolution, notamment Kasserine, Talla et Sidi Bouzid en Tunisie, d'innombrables femmes et hommes ont fait l'apprentissage de l'action collective, ont fait l'apprentissage de l'affrontement avec les autorités policières. Et quelques années plus tard, dans les mêmes régions, on a des figures féminines charismatiques locales qui ont émergé et qui sont devenues aussi les leaders d'un certain nombre de mouvements sociaux. Donc, quand on analyse les choses à moyen terme, on montre que les révolutions ont eu des effets notables en termes de rapports sociaux de genre, contrairement à ce qu'on pourrait entendre dans les discours médiatiques dominants. On a aussi essayé de donner une place à des mouvements qui sont peut-être moins connus, notamment l'émergence de luttes antiracistes en Tunisie et en Égypte, avec la dénonciation du racisme à l'encontre des populations noires notamment. On a essayé de donner une place à l'émergence des luttes dites LGBT, même si des collectifs LGBT informels existaient avant les révolutions. Les révolutions ont été aussi un moment de formation d'associations, d'extrême politisation des questions de genre et de sexualité, et ont favorisé la formation de nouvelles générations militantes qui se saisissent de ces questions tout en se réappropriant l'héritage des féministes des générations précédentes.
Donc voilà, c'est un certain nombre de choses qu'on a essayé de mettre en évidence en se fondant toujours sur les recherches qui existent sur ces questions, hein, qui, ceci dit, sur les révolutions, donc, portent principalement sur l'Égypte et la Tunisie. Mais les travaux anglophones sont quand même un petit peu plus abondants pour d'autres pays, sur Bahreïn, le Yémen notamment. Tu veux compléter? Ok. Donc je vous propose de commencer la discussion. Donc est-ce qu'il y a des questions? Bonjour et merci pour cet événement. En fait, donc je m'appelle Soraya Rachedi et j'avais juste une petite remarque par rapport à votre ouvrage sur les prisons. Lorsque vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un lien qui a été fortement fait entre l'islam et les prisons dans les années 90. Or, ce lien préexistait avant cette période et en fait, je ne me suis pas empêchée de faire une corrélation entre... en fait, j'ai l'impression que ce que vous avez étudié, ça symbolise une dynamique beaucoup plus générale en fait, du lien que la France consacre à l'islam, enfin ce lien entre la France et l'islam. Et je voulais vous demander, est-ce que vous ne voyez pas que ce problème s'opposait en termes de l'islam devenait français en fait, tandis que dans les années 60, donc l'Algérie était encore française, et que du coup l'islam n'était pas appréhendé comme elle l'est appréhendée dans les années 90. Et on note, vous l'avez même dit dans votre livre à propos de l'islamophobie, que même la question du voile apparaît dans ces années-là. Le premier cas, c'était en 89. Donc en fait, voilà, c'était une petite remarque. Je voyais ce lien qui était fait de lier l'islam, de lui donner beaucoup plus d'importance parce cette religion devient française en fait et pose beaucoup plus de problèmes et n'est pas si étrangère que ça comme religion. Merci de me donner la possibilité de préciser effectivement les choses. Oui, vous soulignez quelque chose d'important. L'islam commence à émerger comme un problème au sein des prisons, alors que l'islam se construit dans l'espace public comme un problème public, hein. Donc c'est une nouvelle facette du problème musulman, pour reprendre le terme du livre d'Abdelali et de Marwan Mohamed. Et donc on s'inscrit bien dans cette logique de changement de regard sur une population qu'on voyait comme étrangère et qu'on perçoit de plus en plus comme faisant partie définitivement du paysage. Donc il y a effectivement un lien très fort entre la transformation du statut de cette population, statut politique, et cette perception. En fait, j'avais deux questions. La première concernant la présentation qu'a faite au début Jocelyne, en parlant à juste titre d'un discours public qui est saturé par la question de l'islam, etc., et pas forcément abordé de la bonne manière. Il y avait avant une sorte de dichotomie entre le monde universitaire et le monde médiatique. Maintenant, on commence à voir des chercheurs qui servent de caution universitaire dans le discours médiatique à ce discours islamophobe. Il y avait d'abord Gilles Kepel, maintenant on l'a vu aussi avec le dernier ouvrage de Bernard Rougier. Est-ce que vous, dans votre démarche, vous projetez aussi de être présent médiatiquement, et si oui, quelle serait pour vous la démarche à suivre pour que justement ce contre-discours soit plus audible? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à certains concepts qu'on peut utiliser, donc soit des traductions, je pense à des termes comme djihadisme, islamisme, etc., qui peuvent revêtir des vérités très complexes. Est-ce que vous êtes pour l'idée d'en donner une définition figée, avec tout le risque que ça peut comprendre, ou est-ce que par précaution justement scientifique, ne pas en figer la définition, mais au risque justement de continuer à voir ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va être des concepts qui vont être utilisés de manière
complètement farfelu, avec tous les... Enfin, on peut mettre tous les signifiés qu'on veut dans ces signifiants-là. Merci Sarah pour ces questions. C'est vraiment des questions fondamentales. Bon, je vais être honnête. Dans une première version, en réfléchissant à ce que pouvait être une collection, on s'est dit que il fallait effectivement des positionnements forts par rapport à des légitimités qui sont parfois des impostures, mais qui sont parfois tout simplement des légitimités acquises au fil du temps et qui ne correspondent plus à un état acceptable, disons, ou simplement informé de la recherche présente. Pour ne rien vous cacher, l'idée même de la collection, elle est venue après une séance de séminaire sur Fath Ben Slama. Et donc l'idée, c'était un petit peu de... Tout le monde ne le connaît pas, peut-être oui, grand spécialiste de la psychanalyse dans le monde islamique et qui est une référence véritablement, y compris chez des gens qui ne sont pas du tout hostiles à l'islam. Ça fait partie, disons, de ces évidences reçues, quand bien même il y a des formes de verrou dans sa pensée, mais aussi dans une sorte de stagnation après de la pensée, tout simplement. Et je veux dire tout simplement qu'il y a des travaux ensuite qui ne sont pas intégrés à la notoriété ou à ces positions intellectuelles un peu, qui deviennent ensuite un peu figées et dont tout le monde se saisit et s'empare. Donc il y avait effectivement un enjeu, peut-on déboulonner des gens qui sont considérés comme détenant la vérité sur telle et telle question. Keppel est l'exemple par excellence, parce que en plus, non seulement sur le plan éditorial, il est ce qu'il est depuis des décennies, mais c'est le conseiller des princes, les uns après les autres, c'est le conseiller de l'Élysée. Donc je veux dire, là, de manière légitime, on devrait pouvoir y aller. Alors, des gens qui ont une position institutionnelle forte, ce qui est mon cas, enfin, il faut le dire, c'est-à-dire des profils qui disparaissent, qui sont appelés à disparaître en raison de la précarité de la recherche, de la précarisation de la recherche et de l'université, peuvent se permettre en fin de carrière de dire ce qu'ils veulent, peuvent prendre des coups ensuite sur un plan personnel, mais des jeunes chercheurs, les plus jeunes chercheurs ne peuvent pas se permettre, parce que l'effet de rétorsion serait terrible et les empêcherait ensuite d'être crédibles dans leur production. Donc il y a toute cette dimension institutionnelle. On est dans un rapport de force qui est clairement inégal. Il ne s'agit pas simplement de s'exprimer. On s'exprime tous dans un plan. Il faut prendre en compte donc cette violence du système et cette violence de l'appareil médiatique, politique et institutionnel. Bon, même des gens comme moi qui sont dans une position institutionnelle, on va dire forte, l'école des hautes études, c'est quand même une des principales institutions de sciences sociales, non seulement en France, mais dans le monde. J'ai bien vu qu'au moment de l'affaire Daoud, un positionnement critique pouvait nous amener, mais littéralement, au fond du trou, par la violence des réactions médiatiques. Donc il n'est pas possible de tout dire n'importe comment, à n'importe quel moment et dans n'importe quel contexte, malheureusement. On peut écrire les choses de manière claire, on peut critiquer de manière claire, s'engager sur un terrain plus médiatique, c'est autre chose. C'est autre chose. Et il y a le risque aussi, maintenant c'est une discussion, hein, mais il y a le risque aussi qu'à se prêter au jeu du noir-blanc qu'affectionnent les médias, parce que ça fait de l'audience, on retombe sur une espèce de match nul. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, un petit peu sur l'idée que, bon, il y a Olivier Roy, il y a Keppel, et puis il y a peut-être d'autres personnes qui rentrent dans la cour, mais finalement, tout ça, c'est des jeux de spécialistes entre eux, c'est des effets de jalousie. Il me semble qu'il vaut mieux ne pas faire de concessions à un style d'intervention, et qu'il vaut mieux rester dans une forme de propos nuancés, rigoureux, mais en formulant nos propres questions. Après, c'est vrai qu'on est dans un moment d'inégalité,
même de la parole, en ce sens qu'il y a une parole alternative, il y a des médias alternatifs, mais dans une forme de périphérie. En tout cas pour les gens de ma génération, c'est assez clair qu'il y a une périphérisation d'une parole alternative avec des médias que beaucoup de gens ne connaissent pas, des lieux alternatifs que beaucoup de gens ne fréquentent pas, et une décrédibilisation certes des médias centraux, mais tout de même une survisibilité de ces médias qui persistent. Donc grignoter du droit à la parole par des institutions, je ne veux pas dire moyennes, ce serait déqualifier les éditions Amsterdam, mais des éditions qui ont pignon sur rue, mais qui occupent une forme de position critique qui ne cherche pas absolument à être au cœur du feu des médias, tout simplement. Et ta deuxième question, pardon, Sarah ? C'était sur le fait de définir ou d'arrêter, de figer une définition pour certains concepts complexes, en fait, type islamisme, djihadisme, etc. Notamment le dernier discours de Macron avec le séparatisme islamiste. Et on peut tout mettre sous ce mot. Ça, c'est un problème structurel, pas seulement des gens qui travaillent sur le monde islamique, le fait islamique. C'est peut-être pas à moi de répondre, d'ailleurs, sur cette question. C'est un problème structurel des sciences sociales, tout simplement. Dire que leur lexique et leurs nuances ne sont pas celles du débat public. Là aussi, il faut se battre avec tout le risque d'incompréhension quand on essaye de dire que non, le salafisme, c'est pas le djihadisme. On peut être tout à fait mal reçu. J'ai encore vu cet après-midi une forme de malentendu autour de l'emploi du terme radicalité qui est tout de suite assimilé à radicalisation. Essaye d'expliquer que radicalisation, ça ne veut rien dire. C'est une difficulté constante de notre métier. J'allais dire, c'est ce qui fait aussi sa dignité que d'essayer de se battre malgré tout pour la justesse des mots, des termes. Voilà. Mais là, je souhaiterais que mes collègues aussi répondent sur cette question cruciale. Je peux rebondir sur la question des rapports en fait, avec les médias. Et là, il y a une tension qui est celle de vouloir produire un discours qui se veut nuancé. Ça a appuyé sur des travaux de sciences sociales, etc., qui veulent déconstruire pour dire ce que c'est la réalité, et des contraintes médiatiques qui sont plutôt dans le sens inverse, donc qui visent plutôt à créer des oppositions, qui sont dans la culture du clash, etc. Et ce qui fait qu'on peut très rapidement être pris dans une mise en scène dont on n'a pas choisi le scénario. Et donc, moi, j'ai une toute petite expérience là-dessus, par rapport à la question de l'islamophobie, où j'ai joué le jeu d'aller voir des journalistes, d'aller sur des plateaux de radio, de télévision, etc., pour parler de cette question-là. Et donc, peut-être des dizaines, des cinquantaines d'articles dans la revue, pas dans les revues justement, dans la presse quotidienne régionale, nationale, etc., etc. Mais à un moment donné, quand il s'agissait de faire un clash avec Pascal Bruckner sur iTélé, sur CNews, je lui dis c'est pas possible parce que c'est mon objet de recherche qui va me parler, et j'ai pas envie que mon objet de recherche me parle. En tout cas, pas celui-ci. Peut-être que si j'avais un autre objet de recherche, voilà. Et le fait de me mettre sur le même niveau que Bruckner, c'est finalement accepter les termes du débat qui sont ceux du rédacteur en chef de CNews. Et or, l'enjeu aussi, en tant que chercheur en sciences sociales, c'est de refuser les termes de ce débat et d'en imposer d'autres. Donc, mais en même temps, on est dépendant. Voilà, les attachés de presse font ce qu'ils peuvent dans les maisons d'édition pour envoyer les bouquins aux journalistes, voilà, pour qu'ils prennent le bouquin, pour qu'ils nous invitent, etc., etc. Mais on est aussi dépendant de ça. Et donc, je pense que les choses doivent être discutées en termes de limites, quoi. C'est à partir de quand on considère que
la limite est dépassée, qu'on n'accepte pas la manière dont on est invité, la manière dont on est sollicité. Après, lorsqu'on fait ce type de petits bouquins qui se veulent accessibles, etc., l'enjeu, c'est bien sûr d'en parler. L'enjeu, c'est de communiquer. Et donc, on espère que ça prendra. Donc, on ne sait pas si ça prendra. C'est un peu aussi un défi. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu qui n'est pas forcément celui des médias, mais qui est plutôt celui du monde des libraires, celui du monde associatif. Un autre espace que l'espace médiatique qui est concentré à Paris avec ceux qui ont des positions hégémoniques, etc. Donc il y a aussi un autre enjeu qui est d'occuper d'autres espaces qui sont pas uniquement ceux des grands médias. Donc bon, c'est un peu une position qui est compliquée, mais bon, il me semble que c'est quelque chose qui doit... il faut être lucide, quoi. Faut être lucide sur la manière dont le champ médiatique fonctionne. Et puis, donc, pour répondre à ta deuxième question sur les catégories, il me semble que un des enjeux, c'est soit de proposer une autre définition, soit c'est de contester la manière dont les catégories, ou le choix des catégories, ou la manière dont elles sont définies. Le fait de parler par exemple de djihadisme, stricto sensu, personnellement, je ne sais pas si c'est partagé par tout le monde, mais c'est quelque chose qui me gêne en tant que catégorie d'analyse. Voilà. La question c'est, est-ce que le fait même de vouloir figer une définition de certains termes, est-ce qu'en soi, dans l'espoir de contrer l'usage qui en est fait médiatiquement ou politiquement, est-ce qu'en soi c'est une démarche à suivre ou pas en fait ? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Parce que ce sont des concepts écrans. Ce sont des concepts écrans qui empêchent de voir la réalité. Et donc, un des enjeux, c'est aussi de proposer d'autres manières de voir la réalité des islams, des communautés musulmanes, etc., qui fassent abstraction, entre guillemets, des catégories qui empêchent finalement de voir la subtilité, les nuances de cette réalité sociale, quoi. Et je ne sais pas si vous voulez répondre, compléter. Ouais. Je veux bien ajouter un petit point juste sur le côté médiatique et de qui parle de l'islam dans les médias aujourd'hui. Je crois qu'il y a aussi l'idée d'apporter d'autres angles d'attaque, puisque en fait, comme le résume un peu votre question, finalement, les grands chercheurs, les chercheurs très médiatisés aujourd'hui qui parlent d'islam ou du Moyen-Orient dans les médias, ils parlent d'islamisme et de djihadisme. Mais en fait, par exemple, quand on veut parler du genre dans les médias français, on n'invite pas forcément un ou une spécialiste. On va plutôt aller interviewer la personne qui est de passage à ce moment-là, mais il y a rarement en fait un angle d'analyse sur ces questions-là. Et du coup, et aussi, par exemple, si on regarde dans les librairies, ce que publient beaucoup de maisons d'édition et qui parlent de ces questions-là, de genre et islam, ça va pas du tout être des ouvrages de recherche, ça va être plutôt Jamais sans ma fille, etc. Et du coup, je pense qu'une des stratégies possibles, c'est aussi d'amener d'autres angles pour traiter de ces questions, qui ne se limitent pas vraiment à ce focus sur l'islamisme qui sature en fait la sphère publique depuis plusieurs décennies maintenant. Je peux aussi ajouter quelque chose. Ce qui est assez frappant aussi, c'est la façon dont des chercheurs en sciences sociales, et je pense là notamment au premier travail qui a été fait par Farhad Khosrow-Khavar sur l'islam dans les prisons, et la façon dont ça a été réceptionné par les médias. Il y a eu une espèce de filtrage par rapport au discours de Farhad Khosrow-Khavar, qui à la fois disait effectivement, spéculait sur le nombre des musulmans en prison, tout en prenant des précautions, ce que les médias laissent complètement de côté. Donc en fait, on est sur probablement, il y aurait 60% de musulmans à
l'islam est la première religion carcérale de façon extrêmement affirmative. Et la deuxième chose, c'est que toute la nuance qu'apporte Farhad Khosrow-Khavar dans la façon dont il décrit l'islam, les positionnements par rapport à l'islam en prison, en mettant l'accent notamment sur l'importance de la sécularisation, passe par pertes et profits dans la réception médiatique qui est faite de son ouvrage. Comme si le seul cadrage qui valait, c'était le cadrage sécuritaire. Et donc ça, c'est aussi une des difficultés qu'on a à affronter. Il y avait monsieur, peut-être, histoire de faire tourner. Ouais. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos travaux qui doivent peut-être vous rapporter plus de coups que de félicitations dans les médias. Et, moi, je voudrais dire que peut-être que le problème n'est pas toujours le problème, en tout cas en France. Pendant très longtemps, l'islam n'était pas l'ennemi en France. C'était le grand compagnon dans la lutte, dans le grand combat du XXe siècle contre le communisme. Et c'est les Arabes laïcs, genre Nasser et tout ça, qui étaient traités d'Hitler, de nazis, des tombereaux d'injures sur eux. C'était eux l'ennemi. Et donc, si fondamentalement, ça continue pas d'être les Arabes en général et les Maghrébins en particulier qui sont l'ennemi. Il se trouve maintenant, après la chute du mur de Berlin, on n'a plus besoin de l'islam, donc on passe par l'islam. Mais il y a un vieux proverbe, je ne sais pas d'où il sort, probablement du Moyen-Orient, qui dit « L'Occident aime bien les Arabes qui ne sont pas musulmans et les musulmans qui ne sont pas arabes ». Et c'est un peu ça, quoi. Je sais que Minute et l'extrême droite, par exemple, n'attaquaient jamais l'islam ni les musulmans. C'était les Arabes. C'est les Arabes dehors, pas les musulmans dehors. Ça se discute. Il y avait une question? C'est juste un commentaire? Ok. Vous voulez rebondir? Moi, je veux bien rebondir parce qu'une des choses qui m'a frappée quand j'ai remonté la presse pour essayer de faire mon repérage de la généalogie des chiffres, c'est qu'une des phrases récurrentes qui, dans les années 80, dans le Monde, c'était Henri Tinck, qui régulièrement, donc suivait les questions religieuses pour le Monde, et régulièrement, il disait ouvrez une mosquée, vous fermerez une prison. Et donc il y a eu aussi, et ça on le voit bien dans les années 70 aussi, en France, il y a un pari sur un islam de pacification qu'on retrouve en prison, avec un jeu, la façon dont on s'empare de l'islam comme un outil de pacification, de remédiation sociale, jusque tardivement, parce que dans le fond, on laissait par exemple l'islam en autogestion dans certaines détentions. À partir du moment où il n'y avait pas de vagues, ça permettait d'apaiser la détention, ça allait très bien. Et à partir du moment où on a constaté que ceux qui animaient parfois le culte en autogestion pouvaient avoir des positionnements politiques appelant à la violence, ça a fini par susciter des réactions. Mais donc, il y a toujours cette espèce d'ambivalence entre un islam de paix sociale et cette espèce de logique de suspicion qui, à un moment donné, s'empare des décideurs. Pardon. Moi, je voudrais aller dans le même sens, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une période où, d'une part, on pouvait avoir un rapport un peu humaniste à l'islam, le soufisme, la vision d'une religion pacifique, mais aussi la vision d'une religion de passivité. Il y avait un maître mot qui était le fatalisme musulman. C'était une religion de l'acceptation. Et même si vous reprenez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais Sociologie de l'Algérie de Bourdieu, il y a des développements, il y a des pages sur la question du fatalisme musulman qu'il essaie de déconstruire. Et je pense que c'est à partir du moment où l'islam n'était plus une religion qu'on pouvait définir comme fataliste, mais au contraire une religion de revendication, que là, ça coinçait. Je voulais reprendre sur la question des médias, parce que je trouve ça hyper important. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de binarité de dire qu'il y a soit l'édition, soit les médias traditionnels.
Or, je ne sais pas si c'est de par mon jeune âge, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un pan qui est oublié et qui est pour moi le présent et le futur. C'est-à-dire deux pans même, je dirais. Le monde artistique et audiovisuel, je le mettrais dans l'art, et les réseaux sociaux. Et en fait, je vois aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui s'emparent de ces questions-là et qui sont hyper construits sur ces questions-là. Et c'est ni grâce à la télé, ni grâce aux livres. C'est-à-dire que ça passe par des leaders sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup d'associations qui fleurissent grâce à ça. Donc je pense à la Lab, je pense à plein d'associations qui ne passent ni par les médias traditionnels, ni par les bouquins. Et je trouve, votre démarche, elle est super intéressante parce que vous cherchez, à défaut de dire vulgariser, mais du coup à accessibiliser cette science. Et à mon sens, pour défaire cette distance qu'il y a entre le grand public, la jeunesse aussi, et la recherche, ce serait de ne plus passer par les médias traditionnels, de continuer à passer par les livres, bien sûr, parce que c'est la base, à mon sens, mais de passer aussi par ce qui est écouté, ce qui est vu aujourd'hui à côté, et qui offre une très grande liberté d'expression. Et je ne sais pas, du coup, c'était une des questions que j'avais oublié de poser tout à l'heure. Est-ce que ça ne devrait pas rentrer dans votre stratégie de communication et de diffusion, pour le coup? Et il faut des moyens, c'est sûr. Pas si grand que ça, on ne va pas ouvrir un studio chez Canal. Et il faut des moyens, mais il faut aussi la technique, le savoir, etc. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage et qui, je pense, aimeraient faire ce travail. Est-ce que, Nicolas Veikaz, tu voudrais rebondir sur cette question? C'est compliqué. En fait, je pense que la collection a un problème parce qu'elle s'inscrit dans un espace qui n'existe pas. Et comme toujours, quand on fabrique un espace, en fait, il n'y a personne. En fait, il n'y a pas de destinataire préconstruit, en fait, parce que c'est une collection qui se veut fondée, en fait, qui est fondée sur de réelles connaissances scientifiques, qui veut désidéologiser le rapport à l'islam autant que possible, tout en s'inscrivant dans un monde social où l'islam est suridéologisé, en bien ou en mal. Disons, pour définir le champ des discours sur l'islam à grands traits, je dirais il y a deux camps, en gros. Il y a un camp militant qui va regrouper toutes sortes de personnes, des militants, que ce soit des organisations musulmanes ou des organisations de gauche qui défendent les musulmans, non pas au nom de l'islam, mais au nom de principes laïques, par exemple, ou au nom de la lutte contre l'oppression d'une communauté particulière, etc. Donc ça, c'est un espace particulier, donc militant. Et un autre espace qui est celui dont on parlait, celui auquel Keppel a accès, celui qui est structuré aussi par des maisons d'édition qui ont une puissance considérable. Enfin, Gallimard, c'est une des plus grosses maisons d'édition françaises, quoi. Je veux dire, si Keppel peut avoir une telle surface médiatique aujourd'hui, c'est pas pour la qualité intrinsèque de sa science. C'est aussi parce qu'il est appuyé par un éditeur qui a un énorme pouvoir social. Ça, c'est quelque chose souvent qui passe inaperçu. C'est-à-dire que vraiment la capacité d'imposer des auteurs, elle est absolument centrale en fait pour l'influence idéologique que peuvent avoir pas seulement les auteurs, mais certaines idées, voilà. Et tout ça fait fond, donc il y a ces deux camps, et donc Keppel a l'onction à la fois des médias, de la grande édition, de l'institution aussi. De la même façon, Bernard Rougier n'est pas non plus un obscur hurluberlu, voilà, et on en a parlé énormément. Et donc c'est des gens dont instantanément la parole est considérée comme légitime. Et donc je crois qu'il y a ce problème-là, c'est-à-dire que finalement leurs propos viennent conforter des préjugés qui ont été méticuleusement construits en fait pendant des décennies, mais avec la caution de la science. Et donc c'est extrêmement difficile. C'est pas simplement une question d'avoir accès et donc d'être effectivement
mis dans cette position d'être anti-Keppel ou anti je sais pas qui, voilà, dans les médias. Il y a ce problème-là, parce que Godard, une fois, avait cette phrase merveilleuse sur la télévision. Il disait « La télévision, c'est 5 minutes pour les nazis, 5 minutes pour les juifs ». Et littéralement, en fait, dans les débats aujourd'hui sur l'islam, c'est un peu le sentiment qu'on a, et c'est une mise en scène, finalement, où ce qui finit toujours par prévaloir, c'est, pour les spectateurs, c'est le préjugé qu'on avait déjà au départ, ou ce qu'on pensait déjà au départ. Donc la collection contrepartie, elle voudrait justement partir de ces préjugés, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne choisit pas en fait le monde dans lequel on produit un discours, on ne choisit pas la façon dont le monde est structuré, le monde dans lequel on veut intervenir. Mais effectivement, la question, c'est comment y intervenir aussi efficacement que possible. Donc peut-être qu'une collection, avec le temps long, en fait, la lenteur de l'édition, peut-être que produire un effet de collection, avec des livres solides, qui ne sont pas tonitruants d'une façon ou d'une autre, qui ne sont pas des manifestes, mais l'existence même de la collection est en soi peut-être un manifeste pour voilà, une autre façon de considérer l'islam, de construire socialement l'islam en France. Voilà, peut-être que ça, c'est un biais possible. Au point de vue de la diffusion, au final, il y a différence entre cette collection et les autres écrits qui existent déjà. En vérité, si on cherche à lire ce genre de choses, on trouve, que ce soit sur Cairns, sur Persée, à la bibliothèque, etc. etc. Là, je vous arrête tout de suite. Oui. Parce que Cairns, Persée, qui connaît? Mais exactement, Là, et c'est exactement ma question. En tant qu'universitaire, vous connaissez. C'est exactement Et ma on question. connaît Du coup, parce quelle qu'on est différence universitaire. de diffusion et de communication? L'intérêt, c'est justement d'avoir des petits livres qui font 128 pages, qui ne coûtent pas trop cher et qui rendent accessible ce savoir qui est disponible sur Cairns, Persée, etc., mais qui est difficilement accessible, lisible, parce que des articles publiés dans les revues à comité de lecture, voilà, c'est un genre particulier qui n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, mais qu'est-ce qui ferait que ce genre devrait être accessible en fait. Et donc là, vous avez sur Islam et Prison une sorte de condensé accessible de revues, d'articles de revues, de recherches en bouquins, etc., que si vous le faisiez vous-même, vous devriez le faire pendant peut-être 1 an, 2 ans, voilà, parce que c'est l'ensemble du travail qui a été réalisé par les autrices, il est énorme, qui est fondé sur leur propre travail à elles et sur la lecture d'autres travaux de recherche. Donc, ce qui fait que, je pense que même si vous connaissez déjà ce sujet, vous allez apprendre des choses. Voilà, c'est ça aussi le plan. Ma question, elle n'était pas là. Excusez-moi, oui. Ma question, elle n'était pas là, parce que j'imagine que le fond, il est formulé différemment. Ouais. D'où l'accessibilité de ce texte. Mais moi, je ne parlais pas de ce sens-là. En fait, je disais au point de vue de la communication, comment celui qui ne connaît pas ce sujet va prendre en considération que ce livre existe, en fait. En fait, elle est là, ma question. C'est-à-dire que c'est super, je peux, moi, l'acheter et le donner à mon petit frère. Mais au final, lui, tout seul, comment il aurait pu avoir accès à ce livre? Elle est là, ma question. Là, l'enjeu, c'est celui de la médiatisation, qui n'est pas seulement la médiatisation des grands médias. Voilà. Et vous avez raison de souligner l'existence des contre-publics qui existent sous les réseaux sociaux et qui sont aussi des manières de diffuser l'information sur les thèmes. Et je pense que depuis l'existence des réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook, etc., il y a beaucoup de thèmes de recherche, des thèmes plutôt du débat public qui s'imposent et qui ne se seraient pas imposés sans l'existence de ces contre-publics. Donc, par exemple, sur la question de l'islamophobie, que je connais un peu, c'est à partir de 2012 que les médias commencent à utiliser le terme islamophobie et finalement à considérer que c'est un phénomène social sur lequel on peut écrire des articles. Pourquoi? Parce qu'en 2012, il y a des affaires d'actes islamophobes qui sont médiatisés, et notamment par Twitter. Or, Twitter, comme vous le savez peut-être, il y a beaucoup de journalistes, énormément de journalistes. Et donc, lorsque l'information circule beaucoup sur Twitter, il y a une sorte d'intérêt
qui est portée par les journalistes. Donc il y a eu une sorte de circulation circulaire de l'information de manière accélérée. Et ça ce n'est qu'un exemple. Donc on peut prendre de manière générale le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo, c'est aussi le produit des contre-publics, même au niveau mondial, qui s'est allié à un moment donné avec des journalistes américain du New Yorker qui a ressorti l'affaire Weinstein, mais c'est sur les réseaux sociaux que toute la parole des femmes qui ont subi des violences sexuelles s'est développée. Et là, les récents débats autour de la nuit des Césars, etc., montrent aussi que les réseaux sociaux permettent la diffusion d'une parole qui est très difficilement accessible dans les grands médias. Donc le pari, ce serait que ce qu'on appelle les influenceurs ou les influenceuses se saisissent de ce type de bouquin. Ensuite, nous, on n'est pas des influenceurs. On n'a pas 20 000, 30 000 ou 50 000 ou plus d'abonnés. On espère qu'il va se produire un effet boule de neige, que ces bouquins soient saisis par différents acteurs, des libraires, des militants, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, etc., pour les faire connaître. Donc c'est ça notre espérance. Un grand merci pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir encore. Et puis, je souligne l'utilité et l'intérêt de tous vos travaux, en particulier parce qu'avant-hier, à l'ouverture de ce grand raout sur l'histoire du monde arabe, on a eu droit à une conférence de Gilles Kepel dans laquelle il y a eu des propos qui m'ont absolument scandalisé, parce que Gilles Kepel, par exemple, c'est dans le descriptif de la conférence elle-même, écrit que le terrorisme planétaire, Daesh et ses horreurs et son terrorisme planétaire, ont été une conséquence paradoxale des printemps arabes de 2011. Oui, c'est venu comme conséquence des printemps arabes de 2011. Et à l'appui de cette immense fresque qui nous a brossé pendant 1h20 à peu près sur les rapports entre l'Occident et le monde arabo-musulman, eh bien, il y avait des chronologies qui étaient pour le moins fallacieuses. Bon. Donc, vous avez du travail, et puis encore une fois, félicitations pour les approches que vous présentez. J'aimerais simplement que vous disiez, si un tout petit peu de temps, pourquoi est-ce que Macron met en avant aujourd'hui ce thème du communautarisme et puis il a corrigé ses propos en parlant de séparatisme. Je pense que ça a des relations très fortes avec les listes qui se présentent pour les municipales. Comment est-ce que vous sentez les choses ? Comment est-ce que je sens les choses ? Je ne sais pas, je vais vous dire la vérité, parce que si je suis cohérent avec moi-même et avec le discours de la collection, et puis le discours en tant qu'universitaire qui travaille sur ces questions, c'est que je n'ai pas de mené d'enquête. Et je ne sais pas qui, dans l'entourage de Macron, a soufflé l'idée de promouvoir cette idée de séparatisme islamiste. Je ne sais pas si c'est lié au contexte politique, on veut faire passer la réforme des retraites, donc on ressort cette question pour proposer un autre cadrage médiatique. Donc c'est des hypothèses que je peux faire, mais je n'ai pas mené d'enquête, donc du coup c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre vraiment sur les intentions de Macron, parce que malheureusement je le rencontre rarement, voilà, contrairement à d'autres. C'est pas clair, mais il ne perd pas une occasion, le président, pour mettre en avant l'islam, alors qu'il y a des problèmes sociopolitiques qui sont d'un tout autre ordre, en particulier à Mayotte. C'est des caricaturales. Il y a une évolution, parce qu'au début de son mandat, le discours qu'il tenait sur la question de laïcité était pas du tout dans l'idée d'une néo-laïcité, une reformulation qui considérerait que la neutralité religieuse s'applique à tout le monde et pas qu'aux fonctionnaires.
aux usagers du service public, etc. etc. Il me semble que l'évolution, en tout cas dans le discours public, là que j'ai lu, donc je peux vous en parler, a évolué et que c'est à partir, en gros, de la rentrée 2019, me semble-t-il, qu'il y a un changement de discours présidentiel sur la question de l'islam et sur la question de la laïcité. Ensuite, un des enjeux lorsqu'on est au gouvernement et qu'on fait face à des difficultés tant d'un point de vue électoral que d'un point de vue de faire passer des lois, c'est le cadrage médiatique. C'est d'avoir la main sur la manière dont les médias structurent le débat public. Et une des manières, donc ça s'enseigne dans les écoles de communication politique, c'est lorsque vous voulez faire en sorte qu'une question soit écartée, vous en imposez une autre. Donc, imposer un cadrage médiatique autour de l'islam, c'est une manière de cliver l'espace public qui permet de mettre de côté d'autres clivages sociaux, d'autres questions sociales qui sont plutôt dans le cas qui sont désavantageuses entre guillemets pour le gouvernement. Et là, comme pour ce qui est de la réforme des retraites, il y a quand même une grande majorité des Français qui sont défavorables, que quasiment tous les syndicats sont défavorables. Donc ils sont dans une position très compliquée. Et donc le fait de passer par le 49.3, c'est une manière de forcer finalement les choses. Et l'enjeu finalement, c'est je dirais pas seulement la question de la diversion, mais c'est une question de stratégie. C'est comment est-ce qu'un gouvernement peut imposer des questions dans le débat public qui va dans son sens. Et il me semble qu'il y a un usage de la question musulmane depuis, c'est pas seulement depuis ce gouvernement-là, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancien, dans le cadre des débats publics sur la question sociale, et notamment au moment des retraites, parce que c'est notamment dans le cadre de ces débats-là, par exemple en 2003, 2004, il y avait aussi cette question de la réforme des retraites qui s'est jouée. Et donc là, il faudrait plutôt aller du côté de la manière dont la question musulmane est saisie par les gouvernements dans le cadre de leur stratégie politique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ce que ça m'inspire. Je voudrais rajouter un mot. Il y a ces chronologies politiques, bien sûr, que tu rappelles. Et là, peut-être tout simplement, il y a aussi l'enjeu électoral, la crainte de l'islam sur les listes municipales. Et là, il y a quand même une offensive éditoriale aussi, avec le livre de Pupponi, qu'on voit partout en librairie. Voilà, donc cette nouvelle conjoncture, finalement, d'un islam citoyen qui fait peur. Je voudrais d'abord vous remercier vraiment beaucoup d'avoir choisi, je ne sais pas comment ça s'est fait avec Aude, de venir présenter vos travaux ici, parce que je trouve que vous faites un travail absolument remarquable. Ça fait tellement de bien de vous entendre et je pense de vous lire, que c'est vraiment un travail salutaire et nécessaire, parce qu'il est minutieux, parce qu'il est précis, parce qu'il n'est pas tonitruant, qui est informé, c'est fondamental. Donc, je voulais vous dire que vous êtes chez vous à l'IREMO et que ça ne règle absolument pas la question de la diffusion des livres, parce que, évidemment, on n'est pas dans une... Mais on a un public qui est très très large, parce que, comme vous avez vu, il y a une caméra qui filme, et nous avons une audience qui va très au-delà de Paris 5e, je dirais même très au-delà de Paris, de la France, au Maghreb, au Machrek, etc. Donc, il y a quelque chose à faire avec l'outil IREMO autour de vos travaux, pour leur donner un écho qui va, encore une fois, au-delà de Paris. Et donc, nous serions fiers de pouvoir accueillir régulièrement, à chaque parution, des moments de discussion, de débat, et probablement de manière à avoir un titre un tout petit peu plus alléchant, qui aurait permis d'avoir certainement beaucoup plus nos jeunes publics, qui est les étudiants un peu qui sont dans l'université d'ici, entre autres. Mais donc, merci encore et revenez. Ce n'était pas le mot de la fin. Hein. Je voulais juste, je tenais, au nom de l'IREMO, de vous dire à quel point ça nous fait plaisir que vous soyez là.
Merci, merci. Dans la foulée de ce qui vient d'être dit, et dans la perspective de justement cette stratégie d'accessibilité, etc., j'en profite puisque justement le directeur des éditions et les directeurs et co-directeurs et co-directrices de la collection sont là. Nous invitons tous les auteurs de la collection à écrire aussi, à envoyer leur participation à Orient 21, puisque nous nous inscrivons aussi dans justement cette logique de, on va dire, contrer justement ce discours islamophobe qui est malheureusement trop présent dans le débat public, et justement pour offrir une autre manière d'aborder les choses un peu plus juste, un peu plus scientifique, un peu plus complexe. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi contribuer, envoyer votre contribution à Orient 21. Oui, dans le siège est ici. Je crois que c'est bon. Merci beaucoup pour votre venue.